aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va parler d'hypnose, mais d'hypnose sous plusieurs coutures. On parlera tout d'abord de la recherche autour de l'hypnose. Donc ça, ce sera avec Jérémy Brunel. On va se présenter d'ici quelques instants. Ensuite, on parlera plus des cas cliniques de l'hypnose. Vous avez peut-être entendu parler de l'hypnose utilisée pour quand on souhaite arrêter la cigarette, quand on veut se soulager du stress. Ça, ce sera avec Eric Charles, dont on en parlera d'ici quelques instants. Et puis, on vous réserve un petit mini-spectacle à la fin d'hypnose où vous aurez l'occasion d'être peut-être acteur, si vous le souhaitez. Vous en faites pas, hein, l'hypnose, c'est pas comme dans des films où on va manipuler à votre insu, hein. Il faut être un minimum réceptif. Et donc ce sera Ellie, hypnotiseur, qui nous vient tout droit de Paris, qu'on peut remercier, qu'on peut applaudir aussi, comme tous nos autres invités, qui vous proposera donc cette démo, et puis on fera des petits tests de réceptivité. Je crois qu'on dit comme ça, c'est pas un néologisme, réceptivité, c'est bien cela? Ok. Et donc, eh bien, ceux qui le seront le plus, si vous le souhaitez avec votre consentement, bien entendu, eh bien, on vous invitera sur scène pour quelques petites mises en situation. Je pense qu'on va bien se marrer. Voilà. On va commencer donc à se présenter. Je me tourne tout d'abord vers toi, Jérémy. Donc Jérémy Brunel, doctorant. On peut dire que tu es chercheur en tant que doctorant, on peut dire ça? Alors on peut dire apprenti chercheur pour le moment. Ça existe, apprenti chercheur. On peut le dire comme ça en tout cas, pour le moment, étant donné que je suis en doctorant. Donc voilà. Ok. Et Eric Charles, donc vous êtes psychiatre à l'hôpital Esquirol, donc vous êtes le local de l'étape. Donc je l'ai pas dit parce que vous êtes de Bordeaux. Enfin, tu es de Bordeaux. Est-ce qu'on peut tous se tutoyer ou pas pour l'exception? Moi, ça me pose aucun problème. Pareil, ok, chouette, parce que sinon ça fait un peu bizarre. J'ai commencé à tutoyer. Bon, bref. Et donc voilà, tu es psychiatre à l'hôpital d'Esquirol. Quelles sont tes spécialités, si on peut le résumer en quelques mots, peut-être? Ouh là là, c'est vaste. J'ai une activité plutôt autour des troubles anxieux et de la dépression. C'est principalement partie de mon activité. Après, voilà, j'ai d'autres activités autour du sport. Voilà. Avec un certain club Cercle Saint-Pierre, je crois, à un moment, il y a eu l'occasion de collaborer avec eux, le Limoges CSP. Mais on en reparlera peut-être tout à l'heure. Alors j'ai envie de vous poser chacun à votre tour une première question triptyque. Jérémy, je commence avec toi. J'aime bien poser cette question à chaque fois. D'où viens-tu? Non, qui es-tu? D'où viens-tu? Et quel a été ton parcours scolaire avant universitaire? Avant universitaire. Voilà. Qui je suis? Je suis Jérémy Brunel. Alors, du coup, je viens de base de Lyon. Et du coup, pour vous parler de mon parcours scolaire... Quel type d'élève tu étais? Dissipé, studieux? Je n'étais pas studieux. J'étais pas un perturbateur non plus. Disons que j'étais un élève très, très moyen. À l'instant, on va dire, du collège-lycée. J'avais pas de mise en garde travail, pas de mise en garde comportement. Tu n'avais pas dans ton carnet peut mieux faire ou à des capacités? Ça, j'ai l'impression que c'est un classique. Ça aurait pu arriver, je pense que ça a dû m'arriver. Mais voilà, globalement, en tout cas, c'était ce genre d'élève à qui on pouvait faire ce genre de réflexion, quoi. Eric, même question triptyque. D'où viens-tu? Qui es-tu? D'où viens-tu? Et quel a été ton parcours scolaire? Alors moi, je suis un vrai Limougeot. J'ai des parents Limougeot, des grands-parents Limougeot, des arrière-grands-parents Limougeot aussi. Je suis juste parti le temps de faire mon internat dans le Nord. Alors, mon parcours scolaire, j'ose rien dire. Ma femme, elle m'a dit « Ah non, tu parles pas de l'école, tu parles pas de ton parcours scolaire. » Pourquoi c'est tabou? Parce que j'étais plutôt un élève très dissipé et voilà, j'avais des petits problèmes attentionnels et de bavardage. J'ai ressorti mes vieux bulletins scolaires de 3e, de seconde, pareil, j'ai interdiction de montrer à mes enfants. On les a pas prévus en diapo tout à l'heure? Moi, j'avais noté ça dans le conducteur, donc bon. Très bien. Eh bien, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on va commencer par une présentation de Jérémy. Avec plaisir. En quelques mots, pour faire un petit teasing, de quoi vas-tu nous parler? Alors du coup, moi déjà, pour vous présenter un petit peu mes travaux de recherche, en fait, je travaille sur l'influence de la suggestion hypnotique sur nos émotions. De façon générale, j'essaye de l'étudier au travers d'études expérimentales, donc comme je vous le disais, en psychologie cognitive. Et en fait, aujourd'hui, dans le cadre de cette présentation, je vais essayer de vous apporter une sorte d'état des lieux
de ce que les études expérimentales, de ce que la recherche scientifique dans mon domaine, en fait, eh bien, nous permettent de comprendre. Qu'est-ce que ça nous permet de comprendre finalement sur les mécanismes de l'hypnose, et aussi qu'est-ce qui nous reste encore à découvrir finalement vis-à-vis de ce domaine. Et peut-être déjà pour commencer cette présentation, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il existe bel et bien un phénomène particulier, phénomène hypnotique, et qui est vraiment unique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le sait, il n'est pas explicable par d'autres phénomènes qu'on connaît déjà, nous, en psychologie ou en neurosciences. Et peut-être pour vous aider à comprendre ceci, on peut faire par exemple une mise en situation. Imaginez par exemple que je suis hypnotiseur et que je vous donne la suggestion suivante. En vous concentrant sur ma voix, vous allez ressentir votre bras se lever de plus en plus et de mieux en mieux. Donc suggestion classique qui est souvent émise. Ce qui va se passer, c'est que pour certains d'entre vous, eh ben, tout simplement, le bras ne va pas se lever. C'est-à-dire que ma suggestion ne va pas avoir d'effet. Pour certains d'autres, peut-être que votre bras va se lever, mais il va se lever volontairement. C'est-à-dire que vous allez suivre tout simplement ma suggestion comme étant une instruction. Mais pour d'autres, ce qui va se passer, dans un troisième cas, eh bien, c'est que le bras va se lever, mais avec la sensation qu'il se lève tout seul par lui-même. Et ça, c'est ce qu'on appelle la réponse hypnotique. Et la réponse hypnotique, ça se manifeste par le sentiment d'involontarité qui accompagne l'expérience d'une suggestion. Et on l'appelle aussi, en recherche, l'effet classique de suggestion. Et c'est ça qui fait la particularité du phénomène hypnotique, et c'est ça que nous aussi, on mesure en psychologie et en neurosciences. Une chose très importante vis-à-vis de la réponse hypnotique, c'est qu'on sait qu'elle est influencée par 3 facteurs principaux. Elle est influencée, par exemple, tout d'abord par la procédure d'induction, donc par la procédure de mise en hypnose. Elle est aussi influencée par la suggestibilité, donc votre capacité à répondre plus ou moins facilement à des suggestions verbales. Et enfin, elle dépend aussi d'un troisième facteur qui est tout simplement différents types de suggestions qu'on va vous administrer. Aujourd'hui, je vais essayer de faire un petit état des lieux sur chacune de ces dimensions de la réponse hypnotique et qu'est-ce que ça nous permet de comprendre au final sur le phénomène hypnotique de manière plus générale. Et peut-être déjà pour commencer, on peut s'intéresser au phénomène de suggestibilité. Donc comme je vous le disais, la suggestibilité en fait c'est une caractéristique individuelle qu'il y a, qui varie entre vous dans la salle, et c'est en fait une capacité à accepter plus ou moins facilement des suggestions verbales et à en créer une expérience perceptive réelle. Mais comment on la mesure finalement, cette suggestibilité ? Eh bien, en psychologie, on a des échelles qui sont normées et qui nous permettent de mesurer cette suggestibilité. En général, ce sont des exercices qui varient entre 8 et 12 suggestions, et elles sont en général subdivisées en 3 catégories. On a des suggestions dites en général idéomotrices, où par exemple on peut avoir des suggestions comme « votre bras s'abaisse de plus en plus », des suggestions dites challenge, où cette fois-ci on va tenter d'inhiber une fonction, par exemple vous ne pouvez plus décoller vos doigts. Et enfin, dans un troisième cas, on va s'intéresser aussi à des suggestions dites perceptives ou cognitives, où cette fois-ci, on va par exemple essayer de créer des hallucinations chez des individus. Par exemple, vous entendez une mouche voler à côté de vous. Et ce que nous apportent les normes vis-à-vis de ces échelles, eh bien, c'est qu'en moyenne, 15% de la population est hautement suggestive, donc 15% sûrement dans la salle aussi, et 15% l'est peu. Et la particularité de ce trait de suggestibilité, eh bien, c'est qu'il est stable dans le temps. C'est-à-dire que si je mesure votre suggestibilité aujourd'hui et que je la remesure dans 20 ans, eh bien, il y a de grandes chances qu'elle soit similaire. Donc ok, très bien. Mais finalement, qu'est-ce qui fait que parmi vous dans la salle, certaines personnes vont être suggestibles et d'autres non ? Ben, au risque de vous décevoir, malheureusement, on n'a pas vraiment d'indicateur qui corrèle avec la suggestibilité. Quand on regarde au niveau des facteurs individuels, on se rend compte qu'il n'y a que très peu de facteurs, voire pas de facteurs qui corrèlent vraiment avec. De la même manière, si on s'intéresse au niveau des facteurs de personnalité, eh ben, la personnalité ne prédit que très peu, voire parfois pas du tout, la suggestibilité des individus. Est-ce qu'il y aurait dans ce cas-là peut-être des marqueurs au niveau de notre cerveau qui prédiraient une suggestibilité plus grande chez les individus ? Eh ben, on n'en est pas sûr, mais il y aurait potentiellement une implication de certaines régions cérébrales, notamment des régions frontales qui sont associées au contrôle cognitif. Et l'une des choses qui pourrait expliquer le fait qu'on ne trouve pas de lien entre certains facteurs et la suggestibilité, eh bien c'est parce qu'on s'est rendu compte qu'en réalité, il existait plusieurs profils de personnes suggestibles. Parmi vous, certaines personnes vont utiliser certaines stratégies pour obtenir l'effet d'une suggestion, tandis que d'autres, eh bien, ils utiliseront d'autres stratégies. Et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il existe en gros 2 profils
particulier de personnes suggestibles. Donc très bien, on voit effectivement que la suggestibilité, c'est une caractéristique qui est stable dans le temps, mais est-ce qu'elle peut être modulée, cette suggestibilité? Eh bien effectivement, elle peut tout à fait être modifiée. Tout d'abord, il y a des procédures d'entraînement qu'on connaît qui permettent d'augmenter la suggestibilité. De la même manière, si je suis capable de vous convaincre que vous allez être réceptif à l'hypnose, donc c'est-à-dire en agissant sur vos croyances a priori, eh bien ceci peut augmenter votre réceptivité à répondre positivement à des suggestions. De la même manière, l'usage de certaines substances, comme l'alcool par exemple, eh bien on sait que ça peut augmenter la suggestibilité. Bien sûr, ceci n'est pas une invitation à consommer de l'alcool pour augmenter votre suggestibilité. Simplement, on sait qu'effectivement, certaines substances comme celle-ci peuvent augmenter notre réceptivité. Et pardon, je te coupe quelques petites secondes. Il y a un petit apéritif qui est prévu après. Mais c'est après. Pardon, je t'en prie. Aucun souci. C'est très important. C'est important. Et enfin, une troisième chose qu'on a fait, notamment pour modifier en fait, cette suggestibilité, c'est qu'on a agi directement sur le cerveau par stimulation transcrânienne. La stimulation transcrânienne, c'est cet outil que vous voyez présenté ici et qui vise en fait à émettre un champ magnétique, soit à haute ou à basse fréquence, au niveau de notre cerveau finalement. Et le principe, ça va être soit d'inhiber, soit d'augmenter l'activité d'une région cérébrale. L'une des hypothèses qu'on a vis-à-vis de la suggestibilité, c'est qu'elle serait associée à une inhibition d'un système particulier dans notre cerveau qui serait le système d'évaluation des croyances. Moins je vais évaluer une croyance et plus je vais pouvoir accepter une suggestion facilement. Des chercheurs, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont ciblé cette fonction, cette région cérébrale, donc qui est logée au niveau du cortex préfrontal dorsolatéral, et ils ont émis de la stimulation transcrânienne à basse fréquence en émettant des suggestions. Et effectivement, en faisant ça, ils ont pu grandement augmenter, ou du moins modérément augmenter la suggestibilité des individus. Donc la suggestibilité, c'est effectivement un facteur qui peut grandement moduler la réponse hypnotique qu'on va avoir. Mais au-delà de la suggestibilité, on avait vu qu'il y avait aussi d'autres facteurs qui pouvaient la modifier, cette réponse hypnotique. Et ce facteur, notamment, c'est la procédure d'induction. Donc la procédure d'induction, comme je vous le disais, c'est la procédure de mise en hypnose, de mise en état d'hypnose. Il en existe deux grands types. En général, on a des inductions dites de relaxation, plutôt utilisées en thérapie, et des inductions dites alerte active, plutôt ce qui est utilisé en spectacle. Et l'hypothèse classique qu'on a vis-à-vis de cette phase d'induction, c'est que je vais émettre une induction, ça va augmenter, ou en tout cas ça va me faire rentrer en état d'hypnose, et le fait de rentrer en état d'hypnose, ça va augmenter ma réceptivité à y répondre. Sauf que ce dont on s'est rendu compte, c'est que même si j'enlève cette phase d'induction, les personnes peuvent tout à fait répondre aussi bien à ces mêmes suggestions, notamment les personnes hautement suggestibles. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a pas toujours besoin d'une phase d'induction pour pouvoir obtenir un effet de suggestion. Et ça pose question. Qu'est-ce qui fait finalement qu'on va accepter une suggestion de façon générale? Est-ce qu'il y a une histoire d'état d'hypnose là-dedans, ou est-ce que c'est simplement une histoire de suggestibilité? Et la question qu'on peut se poser tout d'abord, finalement, c'est quoi être en état d'hypnose? Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on a des marqueurs au niveau de notre cerveau, par exemple, de l'existence d'un état d'hypnose? Et aujourd'hui, encore une fois, malheureusement, on n'a pas vraiment de consensus. On a des résultats qui sont très contradictoires, notamment dus à des différences méthodologiques. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau du ressenti subjectif des individus? On se rend compte que chaque participant, chaque personne vit sa propre expérience de manière différente d'être en état d'hypnose. Et l'une des choses assez intéressantes, c'est la chose qui prédit, si vous voulez, comment vous allez vous sentir en état d'hypnose, ce sont vos propres attentes de qu'est-ce que c'est qu'être en état d'hypnose. Et ça va un petit peu à l'encontre de l'existence d'un état d'hypnose dit physiologique. Et effectivement, certains auteurs pensent ou postulent qu'en réalité, l'état d'hypnose, ce n'est pas un état physiologique interne qui existerait, mais plutôt un état qui serait suggéré par l'induction. C'est-à-dire qu'en fait, par l'induction, on suggère aux participants de créer un état de conscience altéré, mais qui n'existerait pas en tant que tel. Et donc, aujourd'hui, on va dire que le débat vis-à-vis de l'existence d'un état d'hypnose, il n'est pas résolu. Mais dans tous les cas, admettons qu'il n'y ait pas d'état d'hypnose. Est-ce que ça veut dire que l'effet des suggestions, lui, n'est pas réel? Pour répondre à cette question, il y a un domaine de la recherche assez fascinant, que moi aussi j'investigue aussi dans le cadre de ma thèse, qui est l'hypnose instrumentale. L'hypnose instrumentale, en fait, ça vise à étudier comment des suggestions spécifiques, ça peut modifier nos fonctions cognitives, donc comme je vous le disais, nos fonctions mentales et cérébrales. Et je vous le disais aussi,
Une suggestion, finalement, c'est une invitation à exécuter ou à expérimenter un état de telle sorte à ce qu'il soit vécu comme involontaire mais réel. Et les résultats dans ce domaine, ils sont assez surprenants. On a vu par exemple qu'avec des suggestions hypnotiques spécifiques, on pouvait créer des amnésies transitoires chez des individus. Et au-delà de créer des amnésies au niveau comportemental, tout ceci était associé à une désactivation cérébrale des zones associées à la récupération de l'information en mémoire. De la même manière, on a pu, par suggestion hypnotique, modifier la perception des couleurs chez des individus. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a présenté à des individus des images en noir et blanc, tout en leur suggérant qu'ils allaient les voir en couleur. Donc déjà, non seulement à la suite de la suggestion, les participants disaient voir les images en couleur, mais en plus de cela, il y avait une activation cérébrale associée aux régions qui sont justement associées à la perception des couleurs. Donc ce que ça veut dire, c'est que potentiellement, les participants ne font pas semblant, mais créent une perception réelle des couleurs à la suite de la suggestion. Et enfin, quelque chose qui est très reproduit dans la littérature, c'est la capacité que possède la suggestion à modifier la perception des douleurs. Tout ceci aussi étant associé à une désactivation des cortex somatosensoriels associés justement à la perception de la douleur. Donc ce que je veux vous faire passer comme message vis-à-vis de ces études, c'est que l'hypnose semble effectivement, en tout cas la suggestion, semble créer des expériences perceptives réelles chez les individus. Et peut-être pour vous en convaincre un peu plus, il y a certains auteurs qui ont essayé de moduler par suggestion des processus qui ne pourraient pas être modulables si on faisait semblant. Et l'un d'entre eux concerne l'effet Stroop. L'effet Stroop, c'est quoi ? Regardez ce que je vous présente ici. Vous avez, certaines personnes connaissent déjà, des mots de couleurs qui sont présentés de couleurs différentes. Pour les personnes qui ne connaissent pas, je vous invite, pendant 5 à 10 secondes, d'essayer de me dénommer la couleur du mot, donc la couleur de l'encre, sans lire le mot. Allez-y, essayez, pendant 5-10 secondes. Et donc, ce dont vous pouvez vous rendre compte, effectivement, avec cette tâche, c'est que c'est très difficile de dénommer la couleur du mot sans lire le mot. Pourquoi ? Parce que la lecture, c'est tellement irrépressible qu'on ne peut pas s'empêcher de lire. Et ça, cet effet, il persiste même si vous êtes au courant de son effet. Et ça veut dire que cet effet est non contrôlable, ou peu contrôlable en tout cas, et qu'il est automatique. La chose la plus surprenante, c'est que malgré ça, avec des suggestions hypnotiques qui visaient à voir les mots comme des symboles inconnus, on a pu diminuer, voire parfois annuler complètement cet effet Stroop, qui pourtant est automatique. Et ça, même sans phase d'induction préalable. Ce que ça veut dire, c'est qu'au-delà de créer une expérience perceptive réelle chez les individus, la suggestion, ça peut aussi modifier des processus qui sont jugés comme non contrôlables. Et ça possède plusieurs intérêts. Tout d'abord fondamentaux dans la compréhension des mécanismes de l'hypnose, mais aussi plus cliniques et applicables. Puisque dans notre vie quotidienne, on peut avoir envie de reprendre le contrôle sur certaines choses qui se passent en nous, notamment nos émotions. Nos émotions, on le sait, elles régissent nos comportements. Elles s'élaborent de manière non consciente et elles jouent un rôle prépondérant dans l'acquisition et le maintien de difficultés psychiques. Donc il y a bien sûr toujours de grands intérêts à développer de nouveaux outils qui permettent de réguler nos émotions. Et plusieurs chercheurs et cliniciens par le passé se sont du coup posé la question, est-ce que des suggestions hypnotiques, ça pourrait s'inscrire et être un nouvel outil de régulation des émotions ? Et la réponse, bien sûr, c'est un grand oui. Cependant, nous, on a voulu aller plus loin. On s'est demandé finalement, est-ce que la suggestion pourrait aussi agir sur une activation émotionnelle qui serait, elle aussi, non contrôlable, comme ce qu'on a vu avec l'effet Stroop. Et pour cela, on s'est intéressé à un biais particulier, qu'on appelle le biais attentionnel. Le biais attentionnel, ça correspond au détournement automatique de l'attention à la vue de stimuli qui sont émotionnels. Par exemple, si je vous présente cette image, alors attention, s'il y a des personnes qui ont très peur des araignées, vous n'êtes pas obligé de regarder. Si je vous présente rapidement cette image et que je vous présente ensuite rapidement cette image, il y a plus de chances que votre attention se soit focalisée pendant un temps du moins, de manière automatique vis-à-vis de l'image d'araignée plutôt que de l'image du papillon. Si vous avez peur des araignées, bien sûr. Et ce qu'il faut bien comprendre vis-à-vis de ce biais, c'est qu'il est automatique, c'est-à-dire qu'il n'est pas modulable avec les stratégies qu'on emploie habituellement. Donc il est difficilement contrôlable. Et bien pour autant, nous, dans notre laboratoire, on s'est posé la question, est-ce que des suggestions hypnotiques pourraient permettre de reprendre le contrôle sur ce biais, ou du moins de modifier ce biais attentionnel ? Et pour cela, nous avons mené une étude avec mes directrices de thèse, donc du coup Stéphanie Matet et Sandrine Delors. Et pour cela, nous avons utilisé une tâche à temps de réaction qui nous permettait de
de tester ou de mesurer précisément ce biais attentionnel. Et avec ça, nous avons sélectionné des participants hautement suggestibles à qui on administrait les suggestions suivantes. Des suggestions visant à augmenter leur ressenti émotionnel et des suggestions visant à le diminuer. Et les choses assez surprenantes qu'on trouve avec ces suggestions, eh bien, c'est qu'avec une suggestion d'augmentation du ressenti émotionnel, on peut significativement augmenter et même tripler ce biais. Ok, pas de souci. J'ai bien tout fini. Petit bonus. Ok, c'est très gentil. J'en suis à la fin. Donc, avec une suggestion d'augmentation du ressenti émotionnel, eh bien, on peut effectivement augmenter ce biais attentionnel. Mais la chose la plus intéressante et la plus importante, eh bien, c'est qu'avec une suggestion de diminution du ressenti émotionnel, eh bien, on peut totalement annuler ce biais, qui pourtant est automatique. Ce que ça veut dire, eh bien, c'est qu'avec des suggestions hypnotiques, on a réussi à désautomatiser cette activation émotionnelle, ou du moins d'en reprendre le contrôle. Et ça possède des intérêts à la fois fondamentaux, encore une fois dans la compréhension des mécanismes de l'hypnose sur nos émotions, mais de potentiel d'application clinique par la suite. Si jamais cette étude, bien sûr, vous intéresse, je vais me faire une petite pub. Elle a été publiée récemment au sein du laboratoire, j'allais dire, au sein du journal Cognition and Emotion, et bien sûr, c'est trouvable sur Internet. Alors ça, c'était juste pour vous donner un petit exemple de ce que nous, on peut faire avec des études expérimentales. Moi, ce que j'investigue notamment dans le cadre de mon doctorat, pour comprendre les mécanismes de l'hypnose. Maintenant, pour terminer cette présentation, si je dois faire une conclusion un petit peu à tout ça, eh bien, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, il existe un phénomène particulier qu'on appelle réponse hypnotique. Cette réponse hypnotique, elle varie grandement en fonction de la suggestibilité de l'individu. En revanche, elle varie très peu de la phase d'induction. Quand on s'intéresse au troisième facteur, c'est-à-dire la suggestion, eh bien, on se rend compte que les suggestions hypnotiques, elles créent des effets qui sont réels, vécus comme réels chez les participants. Ça crée une expérience perceptive réelle. Aujourd'hui, on peut même l'utiliser comme un outil de compréhension de la modulation du fonctionnement cognitif de façon générale, et même des processus jugés comme non contrôlables. Tout ceci pouvant avoir des potentielles implications cliniques par la suite, même si ce n'est pas, bien sûr, mon domaine d'intérêt. Voilà, je crois que j'en ai fini pour ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui, donc je vous remercie grandement pour votre attention. Merci beaucoup. Alors, on a une introduction, en tout cas, voilà, assez explicative du b.a.-ba, plus des perspectives et des questionnements, même si, comme vous l'avez compris, le cerveau reste encore un organe très mystérieux et on peut voir comment ça marche, mais pourquoi ça marche comme ça, on n'a encore pas beaucoup de réponses à ce sujet-là, mais c'est tous les enjeux, justement, de la recherche et de chercheurs comme Jérémy Brunel, justement. Éric Charles, vous aussi, vous vous intéressez à l'hypnose. Là, vous allez nous parler plus de l'histoire, d'un contexte un peu historique aussi, du moins en tout cas dans le monde occidental, peut-être oriental aussi, je ne sais pas, on va découvrir ensemble. Et après, vous allez nous parler de cas cliniques de l'hypnose, de comment on peut utiliser l'hypnose, comme tu as pu le dire en filigrane, pour soulager les douleurs, comme j'ai pu le donner comme exemple aussi, pour si on souhaite arrêter de fumer, on peut utiliser l'hypnose. On va parler un petit peu de tout ça, c'est ça ? Oui, alors, vous m'avez donné la mission en un quart d'heure de parler d'hypnose, alors je ne vous dis pas le travail. Non, mais j'accorde un petit bonus de 5 minutes. Ouais, voilà. C'est sympa, c'est sympa. On va négocier ça. Oui, ça fait peu de temps pour parler de choses, donc c'est pour ça que je vais être plus large. Présenter des cas cliniques, ça me paraît un petit peu court, parce que j'aimerais bien vous donner une vision un peu large de l'hypnose, et puis un peu plus précisément de l'hypnose médicale, mais vous verrez, c'est pour ça que mon titre, j'ai mis un S entre parenthèses, parce que est-ce qu'il y a une hypnose ou des hypnoses ? Moi, je pense qu'il y en a beaucoup. Alors, on y va. Donc, merci beaucoup, en tout cas, à Récréascience, à Céline, à Marie, pour leur invitation. Ce n'est pas la première, donc merci de votre confiance. Alors, si on devait résumer l'hypnose en un mot, on serait bien malheureux. Les anglo-saxons, jusque à la fin du XXe siècle, utilisaient le mot « to mesmerize » pour mesmerize, parce que en honneur à Mesmer, un Viennois qui est venu quelques années avant la Révolution française s'installer à Paris. Alors, il n'a pas choisi n'importe quel endroit, il s'est installé place Vendôme. Il avait, grâce
aux médecins personnels du frère du roi pu s'installer, avoir accès à la cour et à tout un tas de bourgeois et de nobles parisiens. Et donc il a été le premier à soigner différents types de maladies en utilisant ce qu'il appelait à l'époque le magnétisme animal. Et en fait, le terme d'hypnose en lui-même, on le doit à un Écossais, un chirurgien écossais, ça ne s'invente pas, qui a exercé à Manchester pendant longtemps et donc qui a utilisé le préfixe hypne pour développer et pour utiliser le mot d'hypnotisme. Aujourd'hui, il y a un consensus pour dire que, en tout cas dans le domaine médical et de la psychologie médicale, on utilise l'hypnose ericksonienne. C'est ça qu'on doit à Milton Erickson, comme l'a écrit Jay Haley, qui a écrit un livre qu'il a appelé Un thérapeute hors du commun. Je pense que le titre en lui-même, je ne vais pas vous raconter sa vie, parce que je le fais dans le cadre du DU, c'est très long. Je vais vous épargner ça. Qui a développé son activité dans l'hypnose en relation étroite avec l'école de Palo Alto, c'est un quartier de San Francisco, où ont été développées les thérapies systémiques, les thérapies brèves, stratégiques, donc il y a eu beaucoup d'interrelations. L'équipe de Palo Alto allait à Phoenix voir Milton Erickson, lui venait les voir, donc c'est comme ça que s'est développée donc l'hypnose que nous utilisons aujourd'hui, donc qu'on appelle l'hypnose ericksonienne. Très simplement, l'hypnose, on va dire que c'est un état mental particulier qu'on peut appeler aussi transe. Et vous allez voir, je vais vous parler beaucoup de la transe. L'hypnotisme, du coup, c'est l'ensemble des procédés, des techniques qu'un praticien va utiliser pour provoquer cet état chez son patient. Donc vous voyez, là, on est vraiment dans l'hypnose médicale et dans le soin. Moi, je vais essayer de me contenter d'être dans ce domaine. Donc je ne vous hypnotiserai pas. En tout cas, moi, je ne le ferai pas. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre le fera. Mais... et puis l'hypnothérapie, en fait, donc c'est une forme de psychothérapie. Vous savez que depuis qu'on a un peu mis à bas la psychanalyse, on a de très nombreuses psychothérapies se sont développées. Donc c'est une forme de psychothérapie, généralement brève, on dit de 4 à 10 séances, bon après ça c'est très discutable, dans laquelle l'état d'hypnose est provoqué pour être utilisé à des fins thérapeutiques. En un mot, donc évidemment j'ai triché, c'était pas en un mot, en une phrase. Et je vais répondre un petit peu à la question que vous avez posée. Le terme d'hypnose, c'est un très vieux malentendu. Je vous ai mis hypnos. Hypnos, c'est le dieu du sommeil, frère de Thanatos. Et dès le départ, on a associé l'hypnose au sommeil. Et c'est ça le gros souci, c'est que si on regarde des définitions du 19e siècle, on va voir état psychique particulier, susceptible d'être provoqué par divers moyens et dans lesquels le sujet endormi obéit à toutes les suggestions qui lui sont faites. Et effectivement, je pense que si on interroge des gens qui ne connaissent pas l'hypnose, qui en ont très peu entendu parler, c'est très souvent l'idée, et moi, à chaque fois que j'en parle, c'est la première chose qu'on me dit, on dit « Ah, tu vas m'hypnotiser, tu vas m'endormir, tu vas me faire faire n'importe quoi ». On est plutôt d'accord aujourd'hui, j'ai repris une définition, j'aurais pu en prendre beaucoup d'autres, hein, mais celle de Teresa Robles me montrait bien quelle évolution et comment on voit aujourd'hui l'hypnose comme l'état de transe hypnotique, comme un état amplifié de conscience. Vous voyez, on est complètement à l'opposé. Un état amplifié de conscience dans lequel nous sommes éveillés de manière différente et où notre attention est orientée plus vers l'intérieur de nous-mêmes que vers l'extérieur. Alors, c'est quoi la transe hypnotique ? On l'a tous expérimenté, on a tous à un moment été un petit peu dans cet état de transe où on est
sur la route, en train d'aller d'un endroit à l'autre, et où, s'il se passe le moindre événement, on va être hyper réactif, c'est-à-dire on est dans un état de concentration relativement important, mais en même temps, on peut traverser des villes, des villages, sans forcément se rendre compte de ce qui va se passer aux alentours. Et donc, vous voyez, c'est cet état un petit peu, plus qu'un petit peu, de dissociation de la conscience. Donc, vous l'avez tous expérimenté à un moment ou l'autre. Ça date de la nuit des temps. Et dès que les hommes se sont organisés en tribus, les chamans à travers le monde ont utilisé la transe hypnotique et l'ont utilisé alors de différentes façons. Hein. Ils l'ont utilisé pour la chasse, pour donner aux guerriers qui vont partir à la chasse, faire survivre leur tribu, la force de revenir avec du gibier. Ils l'ont utilisé pour soigner. Hein. Le chaman était aussi un guérisseur. Et puis, il y avait un côté religieux aussi. Hein. Vous savez que ce sont le chamanisme, c'est une religion animiste, hein, où, durant laquelle le chaman va se transformer dans son animal totem, se mettre en transe et mettre le village entier aussi en transe. Et donc, vous pouvez, on peut constater que, quel que soit le continent, quelle que soit l'époque, on va avoir différents types de transes. Là, je vous montre le premier type de transes qui sont plutôt ce qu'on appelle les transes divinatoires. Là, vous avez en haut à gauche la Pythie de Delphes, qui va, dans le temple d'Apollon, donner, deviner l'avenir des gens qui viennent la voir. L'oracle de Nechung, ça c'est au Tibet, c'est plus proche de nous. Vous avez une deuxième forme de transe qui est ce qu'on appelle la transe sacrée, là, qui est plus un aspect religieux. Donc vous avez les très célèbres derviches tourneurs qu'on retrouve en Turquie, mais aussi en Iran. Vous avez les ménades, on appelle aussi les bacchantes, qu'on trouvait dans la Rome antique, en Grèce aussi. Et plus proche de nous, l'exorcisme, les exorcistes. Alors, vous avez mis l'exorcisme dans la religion chrétienne, mais dans la religion musulmane, c'est à peu près la même chose, sauf que voilà, c'est pas le diable, mais c'est le djinn qu'on va faire sortir du corps. Mais ce sont des processus de mise en transe. Et puis le troisième type de transe, celui qui, évidemment, moi, va m'intéresser particulièrement, c'est la transe curative. Vous voyez, le medicine man, le brahman, donc les Indiens, qu'ils soient d'Amérique ou d'Asie. Là, c'est des pratiques du vaudou haïtien, où là aussi, il y a un côté curatif qui est utilisé. Hein. Vous savez, le vaudou qui est issu d'Afrique, de l'ancien royaume du Dahomey. Aujourd'hui, je crois que c'est le Bénin, je ne veux pas dire de bêtises. Et puis, on est arrivé jusqu'à cette fin du 19e siècle. Et à la fin du 19e siècle, l'hypnose, pour le coup, est vraiment entrée dans les hôpitaux, est vraiment entrée dans les facultés, avec la France, qui est devenue le centre du monde médical, où deux écoles se sont opposées, avec une vision très différente, voire opposée de ce qu'est la transe et de ce qu'est l'hypnose. Et vous avez d'un côté un neurologue, le professeur Charcot, vous voyez le très célèbre tableau de Charcot de ses fameuses leçons du mardi à la Salpêtrière. Pour lui, l'hypnose ne sont accessibles à l'hypnose que les hystériques, et pour traiter les hystériques, on utilise l'hypnose. Et il va faire la différence entre les épileptiques et les hystériques en les mettant sous hypnose, en disant les hystériques, on va les guérir par l'hypnose, les épileptiques, non. À l'opposé, et de façon très différente, le professeur Bernheim, à Nancy, lui, va avoir un discours beaucoup plus axé sur la suggestion
et sur l'idée que avec cette suggestion, et là on retrouve un petit peu ce que vous avez présenté, parce que lui la suggestion était vraiment au centre de son travail, mais alors c'était des suggestions à la dure, hein, c'est dormez, vous dormez, maintenant vous dormez, c'était pas négociable. Nous, on n'est pas du tout là-dedans. Et nos suggestions, quand on en fait, parce qu'on n'en fait pas toujours, elles sont le plus souvent indirectes. Alors, on peut faire des suggestions directes, mais beaucoup plus souvent, c'est des suggestions indirectes. À la fin des années... Si on regarde les premiers congrès de psychologie, les premiers congrès de médecine qui datent des années 1895-1900, il faut voir qu'à peu près 2/3, voire les 3/4 des communications étaient des communications qui tournaient autour de l'hypnose. Donc imaginez-vous donc cette France, centre du monde, qui a essaimé d'ailleurs partout dans le monde. Hein. Alors c'était bien avant ça, mais le marquis de Lafayette, qui au-delà d'aller libérer les Américains, a aussi diffusé la pratique de l'hypnose en Amérique. Donc voilà. D'ailleurs, à cette époque, c'est assez intéressant de savoir que le père de la psychanalyse a passé quelques semaines à Nancy avec Bernheim, quelques semaines, voire même quelques mois à la Pitié-Salpêtrière, et a longtemps, avant de développer sa propre psychoanalyse, qui est devenue la psychanalyse, il a beaucoup pratiqué l'hypnose, et avec un certain succès. Je pense même avec plus de succès que la psychanalyse, mais bon. Ça, c'était juste pour vous dire qu'aujourd'hui, l'hypnose est reconnue. Elle est reconnue par l'Académie de médecine, et donc il y a tout un tas de diplômes universitaires qui se sont mis en place en France. Alors évidemment, bon, moi, j'ai mis le nôtre. Hein, je vous ai dit que j'étais Limougeot, donc évidemment qu'on fait notre publicité. Alors je ne vous dirai pas que c'est le meilleur. Je le pense, mais je ne peux pas le dire. Le processus hypnotique. Qu'est-ce que le processus hypnotique? Là aussi, je vais aller vite parce que après, je vais me faire taper sur les doigts. On va bientôt rentrer dans les arrêts de jeu, Eric. Ouais, mais je vais aller vite. C'est une expérience subjective. Tous, vous aurez une expérience différente de la transe. Cette conscience amplifiée, je vous l'ai dit, avec cet état d'hyper-éveil tourné vers l'intérieur, et ça, c'est très important, cet état de dissociation de la pensée. Dans un état d'hypnose, vous êtes avec moi, vous suivez ma voix, vous écoutez ma voix, vous savez que vous êtes là, mais en même temps, je vous amène ailleurs, dans un autre lieu, un lieu agréable. Essaye le plus souvent. Donc il y a tout un tas d'effets de modification de conscience. Le champ attentionnel va être scotomisé, va être modifié. Les perceptions sensorielles, on l'a dit, hein, peuvent être modifiées de façon très significative. Les stimuli externes, moi j'ai toujours été étonné, on peut faire une séance d'hypnose et il va y avoir quelqu'un qui va rentrer dans mon bureau, qui va faire du bruit. Ça n'a aucun impact, tout va bien. Après, oui, vous avez entendu le bruit, je suis désolé. Ah oui, j'ai entendu, mais ça ne m'a pas dérangé. Distorsion temporelle. On leur demande ça a duré combien de temps. Ils me disent, des fois, ils me disent ça a duré 3 minutes. Je dis, mince, on y a passé une demi-heure, 3 minutes, d'accord. Et puis des fois, c'est l'inverse. Ils me disent ça a duré 45 minutes. Je leur dis non, ça a duré un quart d'heure. Donc, la perception de la douleur, évidemment, ça fait partie des effets. Donc, rapidement, c'est pas la bonne. On a encore un piratage. Pour vous, je vais juste vous mettre cette diapositive pour vous montrer. Imaginez qu'on prend une personne, on la met dans une IRM, et puis on lui demande de se rappeler d'un souvenir agréable. Si il est... j'essaie de pas... si il se rappelle juste, tout simplement, il va allumer plutôt les aires auditives. Hein, il entend notre voix, voilà, rappelez-vous de ce souvenir. Si par contre, il est en état d'hypnose, il va allumer les zones visuelles et les zones sensorimotrices. En fait, il voit et il vit ce à quoi il pense.
Donc ça, je vous le passe. Ça, c'est important. Je voudrais quand même prendre une minute pour répondre un petit peu aussi à ce que vous disiez. Est-ce qu'il y a un état particulier d'hypnose ? Il faut savoir que normalement, on a deux réseaux qui sont complètement antinomiques. C'est-à-dire que si vous êtes attentif, si vous m'écoutez, vous n'êtes pas en mode par défaut. Si par contre vous ne m'écoutez pas, que vous êtes fatigué, que vous êtes parti dans vos pensées, vous êtes en mode ce qu'on appelle le mode par défaut, en mode de repos. Si vous êtes l'un, vous n'êtes pas l'autre. Vous ne pouvez pas être les deux. Qu'est-ce qui se passe sous hypnose ? Eh bien, le réseau de repos va être réduit de façon significative, sans impact sur l'état d'attention. Et donc, on a bien un état particulier de conscience où on n'est pas endormi, on n'est pas dans son mode de rêverie, mais on n'est pas non plus complètement attentif. Donc le cerveau reste attentif sans être sollicité pour la réalisation d'une tâche extérieure. Et si vous comprenez ça, vous avez tout compris de ce qu'est l'hypnose thérapeutique, c'est-à-dire qu'on va favoriser l'émergence d'expériences de pensée nouvelles, alternatives, que l'on va pouvoir réutiliser pour modifier les perceptions. Et c'est pour ça qu'on enseigne beaucoup à nos patients l'auto-hypnose, pour après pouvoir répéter ces états. Alors, c'est ma dernière diapositive, bonne nouvelle, mais c'est la plus importante. C'est pour ça que je ne voulais pas la sauter, celle-là. La douleur, évidemment, ce qu'on appelle l'hypno-analgésie. Donc, ça peut être utilisé dans les douleurs aiguës, quand on veut faire un geste de chirurgie ou qu'on veut, c'est utilisé aussi en anesthésie. Et puis, pour des douleurs plus chroniques et qui sont résistantes. J'ai ma collègue qui est au premier rang, qui fait régulièrement, qui a des consultations, faire de la pub, parce qu'après elle va râler, il y a trop de monde. C'est important, la réclame. Les addictions. Alors bon, j'ai mis le tabac parce que c'est la plus connue, mais tout type d'addiction peuvent être réceptifs. On peut faire un travail d'hypnose. Les troubles psychiques. Alors moi, je vais plutôt me centrer sur les troubles de l'humeur, la dépression, beaucoup aussi sur l'état de stress post-traumatique. D'ailleurs, dans l'état de stress post-traumatique, il y a une technique de psychothérapie qu'on appelle l'EMDR, qui en fait est une technique dérivée de l'hypnose et qui mélange, un peu grossier, l'hypnose et les thérapies cognitivo-comportementales. Développement personnel, c'est à la mode. Les petits accidents de la vie quotidienne, des soucis, des problèmes, sans forcément être dans la maladie mentale ou dans une souffrance exacerbée, mais des problématiques. Le sport, là aussi, moi, ça m'arrive de travailler avec des sportifs de haut niveau. Alors, ça peut être en particulier dans un aspect de préparation mentale, avec de la visualisation où on va visualiser certaines tâches à effectuer. Vous n'en faites pas de suggestions, par exemple, vous allez marquer un 3 points ce soir, vous allez marquer un 3 points ce soir, vous allez marquer un 3 points ce soir ? Non, parce que je ne fais pas de suggestions. Je ne fais pas de suggestions. Mais il y a quelques années, j'avais accompagné un basketteur, je ne vais pas vous dire son nom, mais qui fait l'Euroleague et qui est international et avec qui on a travaillé sur les lancers francs avec des résultats, on était assez contents. Enfin, lui surtout. L'auto-hypnose, et puis voilà, donc la possibilité, là je vous donne l'exemple de Marie-Elisabeth Fémonville, de faire de l'hypnose. Alors je vais finir, ça va être ma dernière phrase sur une toute petite anecdote. Il n'y a pas très longtemps, j'avais dû faire un petit examen de routine, mais j'avais une petite anesthésie générale. Quand j'avais été voir l'anesthésiste quelques semaines avant l'examen, je lui avais dit, je lui ai fait une remarque comme ça, ou une blague, comme ça peut m'arriver, sur l'hypnose. Et il m'avait dit, tenez-vous bien, ça fait plus d'1 an que j'ai mon dossier de candidature. Vous savez, il y a un diplôme d'hypnose à Limoges et j'aimerais bien m'inscrire à ce diplôme, mais je ne l'ai jamais fait. Et là, je lui ai dit, écoutez, ça tombe bien, parce que je fais partie des responsables de ce diplôme. Et donc, on a passé un accord. Je lui ai dit, écoutez, si je me réveille, je vous prends. Donc, je vais le prendre. Voilà, merci de votre attention. Beaucoup.
Élie, tu nous viens de Paris. Tout d'abord, Tout à fait. comment s'est passé le trajet? C'était très galère hier. Surprise de train non annoncé de travaux, donc en plus les grèves. Mais j'ai réussi à trouver un train pour arriver pile poil ici à 18h. Voilà, donc dans le feu de l'action, on est là ce soir. Merci encore de nous honorer de ta présence. Donc toi, tu es, on peut le dire, hypnotiseur de spectacle, ça se dit? Tout à fait. Oui, ça se Ouais. dit complètement. C'est en général, on dit soit hypnothérapeute, hypnotiseur de spectacle ou hypnotiseur de rue. Voilà. D'accord, très bien. Donc j'invite Boris, notre ami régisseur, à mettre la première musique pour ajouter un côté ambiance. Voilà. Voilà. C'est bon, est-ce que vous m'entendez toujours bien? Au fond aussi, on m'entend bien? Parfait. Donc déjà, ce qui est très pratique, lors d'un spectacle d'hypnose, c'est à moi d'expliquer ce qu'est l'hypnose. Mais là, vous avez 1 heure. Pendant 1 heure juste avant moi, il y a 2 personnes qui ont très bien expliqué ce qu'est l'hypnose, donc je n'aurai pas besoin de vous réexpliquer ce que c'est. Mais je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se passer, le spectacle. Donc dans un premier temps, on va faire un test de réceptivité et voir les personnes qui sont les plus réceptives. Et après, vous allez monter sur scène et vous allez vivre de très belles aventures en ma compagnie. Et vous allez vous souvenir absolument de tout après. Petite chose aussi à préciser, en état d'hypnose, on ne peut pas faire quelque chose qui est contraire à vos valeurs morales. Par exemple, si je vous demande de vous mettre entièrement nu et de me passer tout votre argent, ça ne marchera pas. Par exemple, j'ai un ami qui est très réceptif à l'hypnose, qui s'est cru dans Star Wars, dans Harry Potter, le plus haut niveau de réceptivité, c'est un grand fan du PSG. Et quand j'ai juste voulu lui faire dire « Allez l'OM », il s'est réveillé tout de suite, il a fait « Ah ça, jamais ». Donc voilà. Donc aussi, durant cette séance d'hypnose, ce spectacle d'hypnose, on va aller de plus en plus loin. On va vous faire coller les pieds, oublier votre prénom, et peut-être aussi aller attaquer l'étoile de la mort ou de Death Star dans Star Wars. Et pour vous rassurer, à aucun moment je vous ferai faire un animal, vous ne ferez pas la poule, vous n'aurez pas votre culotte sur votre tête. Voilà, c'est toujours les gens qui font « Ah, j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie de faire ça ». Je ne l'ai jamais fait et il y a des trucs tellement plus drôles à vivre, tellement plus de choses extraordinaires. Est-ce que vous êtes prêts et prêtes? Ok, très bien. Donc l'hypnose, c'est de l'imagination et du lâcher-prise. Voilà, très bien. Maintenant, vous allez prendre vos 2 mains et serrer très fort vos mains. Voilà, très bien. Voilà, serrez très fort et restez concentré entre vos mains. Sortez les 2 index. C'est la partie la plus difficile, c'est savoir quels sont les index. Voilà, très bien. Voilà. C'est bon. Maintenant, vous allez rester concentré sur vos doigts et sur ma voix. Pas regarder votre voisin, ouais, ça marche pas, et vous allez peut-être le déconcentrer, donc ce serait dommage aussi de vous déconcentrer. Voilà, maintenant écartez vos doigts de quelques centimètres. Voilà, allez-y. Maintenant, vos doigts deviennent des aimants maintenant. Et les doigts vont finir par se rapprocher de plus en plus. Et de mieux en mieux, de plus en plus fort, de plus en plus aimanté. Et plus vous écoutez ma voix, plus ces doigts se rapprochent encore de plus en plus fort. Ceux qui ont des problèmes de doigts collés, levez-vous, voilà. Allez-y, ne soyez pas timide, voilà madame. D'autres gens, voilà. Et on peut les applaudir et venez sur scène, voilà, très bien. Et vous pouvez prendre des chaises et faire une belle ligne. Allez-y. Fais attention, tes mains sont super collantes maintenant. Voilà, prends une chaise, voilà. Allez-y, posez les chaises, voilà, très bien. Mais si, regarde, vas-y, regarde. T'as très envie de prendre les chaises avec tes mains maintenant. Voilà. Petit jeu. Allez-y, faites une belle ligne. Asseyez-vous. Voilà, tu peux te mettre là, voilà. Mettez-vous bien devant, ici. Asseyez-vous, voilà. Ouais. Voilà. Et ça se décolle maintenant. Voilà. Ouais. Tu t'attendais pas à ça en venant ici. Et dors maintenant.
calme, zen, détendu totalement. Regarde, suis mon doigt, et quand une fois que mon doigt va toucher ton front, tu vas t'endormir et dors maintenant. Calme, zen, totalement bien. Hop, regarde, suis mon doigt, et dors maintenant. Calme. De plus, et tu tiens parfaitement bien. Voilà. Maintenant, imaginez que votre prénom est écrit sur une étiquette. Et cette étiquette-là, on l'enlève maintenant. Il sera impossible pour vous de dire votre prénom, ou vous en souvenir comme quand on a quelque chose qui est au bout de la langue, et plus vous essaierez de le dire, moins vous y arriverez. Et vous pouvez ouvrir les yeux à 3. 1, 2, 3, maintenant. Ch'tuc. Voilà, vous vous souvenez absolument du tout. Voilà, très bien. C'est quoi ton prénom? Alexia. Ok, l'effet n'a pas marché. Regardez maintenant, regarde, ta langue est entièrement collée, scellée, figée, verrouillée. Impossible pour toi de parler maintenant. Et plus tu essaieras de parler, plus ce sera difficile. Ch'tuc. C'est quoi ton prénom? Voilà, il y a un effet qui ne marche pas, on fait un autre. Il n'y a pas de problème. Comme vous avez vu avant, il y a différents types d'effets. Il y a des personnes qui sont plus suggestives à certains effets. Voilà. C'est quoi ton prénom? Ouais, très bien. Et toi, c'est quoi ton prénom? Oui. Bonjour. Bonjour. Regarde. Est-ce que tu es venu avec des personnes aussi ici qui sont présentes? Regarde. Regarde, et tu as oublié aussi leur prénom à eux maintenant. Ch'tuc. Tu es venu avec qui? Il s'appelle comment? C'est ta copine là-bas? Ah bah ouais, regarde. Regarde. Et maintenant, les prénoms reviennent maintenant. Ch'tuc. Tout est normal. C'est quoi ton prénom? Élise. Élise, enchanté. Et ton prénom à toi? Paul. Voilà, très bien. On va continuer, voilà. Mettez votre doigt comme ça, regardez. Mettez votre main comme ça, avec le doigt. Voilà, regardez. Et là, il y a votre doigt qui a très envie de toucher votre front. Et il va se rapprocher de plus en plus. Une fois que le doigt va toucher votre front, vous allez vous endormir d'un seul coup, tout en tenant parfaitement bien. Et l'aimant est encore 2 fois plus fort, de plus en plus fort. Ah, c'est dur, regarde, hein, tu essaies de résister, mais tu sais, dans quelques secondes, ça va toucher et tu vas t'endormir d'un seul coup. Attention, attention, 3, 2, 1. Voilà, totalement bien. Et vous tenez parfaitement bien sur les chaises. Paul est un peu plus résistant, mais dans quelques secondes. Voilà, très. Et vous tenez parfaitement bien sur vos chaises. Voilà, détendu, totalement bien. Totalement, voilà. Et maintenant, on va aller dans une galaxie très très lointaine. Et tu mets la première musique Star Wars, c'est la numéro 14, je crois. Voilà, très bien. Quand vous allez vous réveiller, vous serez dans l'univers de Star Wars et vous ferez partie des rebelles. Les rebelles, c'est les gentils. Et vous allez monter dans un X-Wing. Le X-Wing, c'est un vaisseau spatial. Pour cela, vous allez, dans un premier temps, enlever vos chaussures et mettre une combinaison. Vous allez vérifier que le vaisseau est bien préparé et vous allez attaquer l'étoile de la mort, The Death Star ou l'étoile noire selon votre génération. Et vous allez, en plus, vous êtes courageux et courageuse. Et vous pouvez ouvrir les yeux maintenant. Ch'touk. Et Maurice, tu peux mettre la musique d'après, la Star Wars 15. T'as envie de faire quelque chose là? Enlever mes chaussures. Ok, bah vas-y, enlève tes chaussures. Okay. Et là. Et toi, Paul, tu veux faire quelque chose? Ouais. Mettre ma combinaison. Hein. Allez-y. Voilà. Alice, comment tu te sens? Ça va? Oui. Tu veux faire... Ok, très bien. Attends. Regarde, il était en pleine. Voilà, très bien. Calme, zen, détendu. Ok, mettez votre combinaison et après vous asseoir et vérifier que le vaisseau est bien. Roger, est-ce que votre vaisseau est prêt et tout? C'est bon? Asseyez-vous. Ok, allez-y. Bah, monte dans le vaisseau. Et là, il faut prendre, regardez, il y a une chaussure, c'est ce qui permet de piloter votre X-Wing. Là. Prenez la chaussure, ça permet de piloter. Hop, regarde. Prenez une chaussure, hop là, regarde, ça va permettre de piloter. Mais si, c'est un manche à balai. Maintenant, ch'touk. Et maintenant, est-ce que vous êtes prêts à décoller? Décollage dans 3, 2, 1, maintenant. Ch'touk. Voilà. Regarde. Alice, regarde, tu es quelqu'un qui a 20 ans, tu maîtrises totalement le vaisseau maintenant. Ch'touk. Voilà, je lui mets de la confiance. Voilà, on laisse. Attention, dans 5 secondes, on va activer la vitesse supraluminique. Vous allez aller super vite.
ça déforme à fond le visage, c'est très rapide et ça sera super beau à voir. Et c'est parti dans 3, 2, 1, maintenant. Attention, ça déforme de plus en plus le visage. Et maintenant, la vitesse supraluminique s'arrête maintenant. Et vous êtes juste devant l'étoile de la mort. Mais vous êtes très courageuse. Ouais. Et tu es très courageuse, Alice. Tu l'as déjà fait plein de fois. Voilà. Et maintenant, vous allez pouvoir plonger vers l'étoile de la mort. Attention, il y a un vaisseau. Tournez à droite. Tournez à gauche. À droite. Et vous pouvez tirer des lasers. Il y a un petit bouton laser juste à côté. C'est bon, vous avez détruit les TIE Fighters. Et attention, maintenant, vous allez pouvoir plonger dans la tranchée de la mort. Allez-y. Plongez, allez vers l'avant. Et vous pouvez vous redresser maintenant. Parce qu'il ne faut pas non plus que vous crachiez. Et attention, juste derrière vous, il y a Dark Vador. Il vous tire dessus. Vous êtes touché, mais c'est pas trop grave. C'est le vaisseau qui est touché. Voilà. Toi, vous allez bien. Mais il y a un peu de fumée quand même. Mais dans votre main, il y a votre masque à gaz. Vous pouvez utiliser le masque à gaz. C'est la chaussure, le masque à gaz. Utilisez-le. Vous pouvez respirer un grand coup, c'est bon. Pour ceux qui ont des doutes, de ceux qui font exprès. Ah, regarde, elle est là, il est là le masque à gaz. Voilà. C'est bon, il n'y a plus de gaz. Vous pouvez enlever le masque à gaz. Mais Dark Vador est toujours derrière. Vous pouvez regarder dans le rétroviseur. Oui, il y a des rétroviseurs dans les X-Wing. Mais c'est bon. Il y a Han Solo et Chewbacca qui tirent dessus et Dark Vador part. Et maintenant, vous pouvez remercier en Wookiee Chewbacca. On va voir s'il maîtrise le Wookiee. Remerciez-le en Wookiee. Il y en a qui ne connaissent pas assez Star Wars. Regarde, tu peux le remercier en Wookiee. Wookiee seconde langue. Et toi, tu veux aussi remercier Chewbacca? Ouais, c'est une variante un peu moins connue, celle-là, du Wookiee. Et maintenant, dans 5 secondes, vous allez devoir tirer les fusils à protons pour exploser ce Death Star. Allez-y, dans 5, 4, 3, 2, 1, maintenant. Et maintenant, il faut vite partir parce que ça va exploser. Mais restez bien dans votre vaisseau. Et là, The Death Star, l'étoile de la mort, explose. Attention, ça bouge un petit peu. Et vous pouvez maintenant rentrer à la base. Donc voilà, j'espère que vous avez bien aimé cette expérience d'hypnose. Donc c'est pas parce que ça ne marche pas une première fois que ça marche jamais. Si vous avez d'autres questions, il y a un buffet, voilà, on peut en refaire d'autres tests si vous le voulez, etc., etc., voilà.